Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo philosophique, une nouvelle piqûre de Socrate. Et le sujet de cette nouvelle vidéo est l'ontologie. Nous verrons la différence avec le concept de métaphysique, et puis nous verrons donc en quoi consiste-t-elle cette ontologie. Nous approfondirons le discours, ce que nous verrons être le discours ontologique. D'abord, la différence conceptuelle avec la métaphysique, à savoir que souvent le terme d'ontologie et de métaphysique est utilisé de la même façon, mais il y a une différence conceptuelle entre les deux termes. La métaphysique est la recherche, comme dit Aristote, la recherche des principes et des causes premières du réel. Et on peut dire que la métaphysique est une partie de la philosophie qui s'occupe de l'être, qui traite de l'être en général, et non pas d'une catégorie spécifique de l'être. La métaphysique donc aborde la question des causes de l'univers et des principes fondamentaux de la connaissance. Du grec méta, ta physica, c'est-à-dire au-delà des choses physiques, la métaphysique donc recherche des principes régulateurs, des principes invisibles, des principes transcendants, des causes premières, les principes du réel, donc les causes ou la cause première du réel. Et puis donc littéralement, comme je disais, la métaphysique est ce qui est au-delà de l'expérience, qui n'est pas donné dans l'expérience. Tout ce qui n'est pas donné dans l'expérience est au-delà. Donc méta en grec ancien, méta veut dire au-delà. Donc méta, ta physica, au-delà des choses physiques. Et puis l'ontologie. Donc onto, ontos en grec, et puis logie, donc de logos. L'ontologie est la science qui étudie l'être en tant qu'être, puis la substance de l'être, l'ontologie. Elle étudie l'essence, donc la substance de l'être. Il s'agit d'une science suprême et universelle. Et puis nous avons aussi le terme ontique. Et l'ontique s'occupe de quoi? L'ontique, elle a pour objet les étangs. Les étangs, c'est-à-dire les étangs sont une catégorie particulière de l'être. L'homme est un étang, par exemple. Donc une catégorie particulière de l'être, mais il n'est pas l'être. Donc les étangs, ce sont des êtres, mais ils ne sont pas l'être. Commençons avec l'origine de l'ontologie. Eh bien, le père de l'ontologie fut Parménide. Parménide, nous sommes dans la Grèce ancienne, la philosophie grecque pré-socratique. Parménide, qui est né environ autour de 544 et mort environ 450 avant Jésus-Christ, naquit à Élée. Et Élée était une ville, ce qu'on appelait, les latins appelaient, par la suite on appelait, une ville qui se trouvait dans la Magna Grecia, ce que les latins appelaient la Magna Grecia, c'est-à-dire la Grande Grèce, de l'Italie du Sud, donc toute la partie des côtes de l'Italie, de la péninsule italique, sud, les côtes du Sud, donc la Calabre, la Sicile, et puis à l'intérieur aussi des terres, on parle de la côte occidentale de l'Italie. Parménide, dans son poème célèbre, dont il ne nous reste que des fragments, qui s'appelle « de la nature », Parménide devient, avec ses poèmes, il est considéré comme le père de l'ontologie, les fondateurs de l'ontologie. C'est-à-dire qu'il inaugure ce qu'on appelle le discours ontologique parménidien. Ce discours se base sur quoi exactement? Sur le concept fondamental que l'être est et le non-être n'est pas. En fait, pour Parménide, la seule voie nécessaire et possible, c'est de considérer que l'être avec le E majuscule, donc on ne parle pas de temps, on parle de être, est la seule voie
possible à parcourir, à considérer au niveau ontologique et donc aussi au niveau métaphysique, c'est-à-dire que l'être est. On ne peut pas dire pour Parménide que l'être n'est pas. C'est-à-dire, il est impossible de dire que l'être n'est pas, puisque l'être est. Et puis, aussi, on ne peut pas dire que l'être est et n'est pas en même temps. Donc ça, c'est en philosophie le célèbre principe qu'on appelle de contradiction, c'est-à-dire, ou alors, plus précisément, le principe de non-contradiction. Aristote le répondra aussi, on ne peut pas dire d'une chose qu'elle est et que n'est pas en même temps. Donc le non-être n'est rien, et dans son poème qui s'appelle « De la nature », Parménide invite ses disciples à ne pas s'aventurer dans la spéculation théorétique de la considération du non-être, puisque le non-être n'existe pas. Donc la seule chose que nous pouvons considérer est l'être qui est. Et je le cite, Parménide dit « De toute nécessité, il faut penser et dire que l'être est ». Donc de toute nécessité, donc c'est une nécessité, ce n'est pas une contingence, ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Il dit, de toute nécessité, il faut penser et dire que l'être est. C'est un concept fondamental de l'être, je le cite, conçu comme réalité immobile, éternelle, incréée, homogène. Donc, ce sont toutes les caractéristiques de l'être. Ce qui est intéressant, je me permets de faire une métaphore sympathique, disons sympathique. On peut considérer cet être parménidien comme un œuf. Un œuf, on sait qu'un œuf est totalement, complètement plein. Et il n'y a pas d'interstice dans l'être de parménidien. Il n'y a pas d'interstice, il n'y a pas d'espace vide. L'être est plein, totalement plein. Il représente l'être comme une sphère, une masse d'une sphère bien arrondie. À savoir que, contre cette doctrine philosophique de Parménide, s'oppose par exemple Héraclite, qui affirme que l'être n'est pas immuable car il est centré sur le devenir et le flux. Tout est devenir pour Héraclite, tout est changement. Il n'y a pas d'immuabilité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'éternité de l'être pour Héraclite. Donc Héraclite va dans la direction exactement opposée. Pour revenir donc à Parménide, l'être donc est, le non-être n'est pas, et donc il n'existe qu'une seule foi, c'est-à-dire une seule voie, c'est-à-dire que l'être est immuable, éternel, ancré. Cela veut dire que la réalité est éternelle et engendré. Il existe depuis toujours. Comme troisième point, le non-être est néant puisqu'il n'est pas. Le non-être, c'est la négation de l'être, c'est l'opposé de l'être, et donc, puisqu'il n'est pas, c'est le néant, et selon lui est inconcevable. L'être existe, puisqu'il est pensable. Il n'y a que l'être qui est pris en considération, même s'il prend en considération le fait du non-être, mais le non-être n'existe pas, c'est le néant. Donc, il n'y a que l'être qui existe, et donc tout est un et le même pour Parménide. Je répète, le non-être n'est pas, et donc le néant n'est pas. Le seul être réel pour Parménide est l'être. Donc avec Parménide, nous arrivons à une conception de l'être qui est l'être tout court, qui existe absolument. Il parle de nécessité de l'être, et donc cette nécessité de l'être
veut dire que l'être existe absolument. Il n'est pas, certainement pas contingent, il n'est certainement pas possible ou probable. Il est nécessaire. Il indique cette seule, unique manière d'être. Mais le problème qui se pose face à la ontologie parménidienne, parce que c'est Parménide qui inaugure ce discours ontologique, il y a le problème qui se présente, qui se pose. Nous ne pouvons pas ne pas considérer le non-être, c'est-à-dire l'existence du non-être. Ça pourrait apparaître comme un paradoxe, paradoxa en grec, donc contre l'opinion commune, le fait de l'existence du non-être. Ça pourrait paraître comme une contradiction. Eh bien, on verra que ce n'est pas une contradiction, l'existence de quelque chose qui n'est pas. Or, emprunter la voie du non-être pour Parménide est absolument impossible. Vous l'avez compris, puisque le non-être, ce n'est pas la négation de l'être, c'est le néant, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas seulement une négation. Nier quelque chose ne veut pas dire ne pas exister. Or, la position de Parménide radicale, le non-être n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, la place est occupée uniquement par l'être. Donc, il n'y a aucune possibilité de trouver des interstices, de points de passage pour percer cet être de Parménide. On a quelque part la nécessité, après Parménide, d'affirmer que le non-être est. C'est-à-dire, on parle de l'être, du non-être. Le non-être possède, donc suivi par Aristote, puis plus tard par les stoïciens aussi, considère qu'il est nécessaire pour la pensée de penser l'existence du non-être. Nous ne pouvons pas ne pas penser l'existence du non-être. L'existence du non-être s'accompagne à l'existence de l'être. Déjà, Platon inaugure une voie qui s'appelle la voie catégoriale. Il commence à catégoriser l'ontologie. Il y a une catégorisation de l'ontologie parce que face au phénomène, face au devenir, face au changement, le problème c'est de comment expliquer les phénomènes. Si selon Parménide tout est et le non-être n'existe pas, comment expliquer le pantarei tout coule, tout s'écoule héraclitéen? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nier que nous vivons dans les devenirs, dans les changements, où tout passe, tout naît et tout se détruit. Donc, il y a l'apparition des phénomènes. Et ces phénomènes évoluent, changent. Donc, après Parménide, il est impossible de ne pas considérer la solution ou alors la possibilité du non-être. Un phénomène qui disparaît et qui existait n'est plus. Donc, les phénomènes du grec phainomai, phainestai, qui veut dire apparaître, paraître, apparaître, les phénomènes dans les devenirs deviennent, c'est-à-dire qu'ils sont et puis ils ne sont plus. Se pose un problème relationnel avec l'être. Dans la philosophie grecque, avec Platon et Aristote, on se rend compte qu'il y a deux éléments qui doivent être absolument pris en compte et qui sont constitués, si on peut dire comme ça, prennent en considération l'être, mais le non-être aussi. Le premier élément est le langage et le deuxième élément est le mouvement. Or, nous savons que
la dialectique, les dialogon, c'est-à-dire dialogos, à travers la parole, implique deux interlocuteurs ou des interlocuteurs, donc une capacité interlocutive de parler du même objet, mais d'une façon dialectique, c'est-à-dire que on peut nier un objet, on peut l'affirmer, on peut parler de l'être et du non-être d'un objet. On a dit, oui, mais si on se base sur la théorie de Parménide, il n'y a que l'être qui existe. Mais nous parlons. Mais quand nous parlons, à travers le langage, nous prenons en considération non pas seulement l'être, mais le non-être. La capacité de, avec un raisonnement dialectique, de dire que quelque chose existe ou que quelque chose n'existe pas. Ou alors la capacité, la faculté prédicative. Prédiquer veut dire quelque chose de quelque chose. Donc, si nous prédiquons l'être ou si nous prédiquons le non-être, veut dire que nous ajoutons au terme être ou non-être de prédicat qui donne des attributs, qui confèrent des attributs au terme être ou non-être. Le problème, c'est comment sauver le réel, parce qu'on se rend bien compte que dans le réel, il y a le changement, le devenir, et puis dans le réel, il y a le langage. L'homme parle, l'homme affirme, l'homme nie. L'homme est dans l'être, l'homme peut être dans le non-être. Il peut nier, il peut affirmer. Et c'est la logique de la dialectique. Donc, il fallait quelque part aboutir à une science de l'être, mais cette science de l'être est-elle universelle ou pas? On verra que pour Platon, elle est universelle, pour Aristote, elle n'est pas universelle, mais en fait, nous aboutissons à deux éléments, c'est-à-dire à la dialectique et à la physique, c'est-à-dire qu'il y aura, on peut dire, deux voies, deux théories pour quelque part résoudre ce problème de l'être et du non-être, et la relation de l'être et du non-être. La première, la voie catégoriale inaugurée par Platon et développée et achevée par Aristote, et de l'autre part, on verra la voie de la physique, c'est-à-dire les atomistes, donc à partir de Leucippe et de Démocrite, jusqu'à l'achèvement de cette voie physique avec Épicure. Pour commencer avec donc Platon, à ces problèmes de l'être, c'est lui qui ouvre la voie catégoriale qui sera donc développée, comme j'ai dit, et achevée par Aristote. Et il faut dire que avec Platon, donc, nous prenons en compte le dialogue. Le dialogue, la dialectique, donc la pratique de la contradiction. Dans un dialogue, on pratique la contradiction. Et déjà, le fait de la contradiction nous fait penser à la dialectique, à la relation, la mise en relation de l'être et du non-être. Donc, on prend en considération le non-être. Cette voie catégoriale, c'est-à-dire on donne une solution par catégorie, une solution catégoriale, la voie catégoriale sauve le langage, qui est absolument essentiel pour la philosophie, puisque l'approche de l'être, selon Platon, l'approche de l'être est la philosophie dialectique. Et donc l'approche de l'être du non-être se fait à travers ces mouvements ascendants de l'âme qui est appelée dialectique. Mais la dialectique se fait entre interlocuteurs, la dialectique est interlocutive. Qu'en est-il de l'être du non-être? Eh bien, cette théorie des catégories qui sera développée par Aristote est déjà initiée, amorcée par Platon. Or, Platon, on peut dire que aborde, mais il fait plus qu'aborder, il approfondit ce sujet dans un dialogue très complexe
très important, fondamental, qui constitue un tournant dans la pensée platonicienne, qui s'appelle, ce dialogue, le sophiste. Or, le sophiste s'encadre dans la polémique, comme vous savez déjà, de la polémique platonicienne contre le sophiste. Mais dans ces dialogues articulés où plusieurs sujets sont abordés, dialogues complexes, profondément, particulièrement et profondément philosophiques, encore plus que les autres, extrêmement profond dans sa réflexion, Platon affronte, outre le fait de monter la logique, la dialectique sophiste, qui est inconsistante et donc qui n'amène pas à la vérité selon lui, il élabore donc cette théorie de la, déjà catégoriale, de la relation entre l'être et les non-êtres, et donne la définition de non-être. Sans refaire tout l'historique et, disons, parler d'une façon absolument exhaustive du sophiste. Et il faut passer quand même par les sophistes pour comprendre la position platonicienne par rapport à Parménide. Or, Platon a élaboré dans sa philosophie forme, donc la théorie des formes éternelles est une réalité transcendante, donc métaphysique. Donc nous sommes dans l'ontologie platonicienne ici, et ces formes éternelles justifient et garantissent l'existence d'un univers sensible. C'est-à-dire que l'univers sensible a été créé par ces formes éternelles, et ces formes, ces modèles attirent donc les actions des hommes. Le but est de les diriger vers la cause finale, c'est-à-dire une cause transcendante. Or, on parle donc d'une connaissance objective, et après la République, le thème de Platon donc, semble être achevé, accompli, mais les dialogues qui suivent finalement témoignent d'une crise très profonde, si on peut dire comme ça, de la philosophie platonicienne. Un problème de relation entre les statuts de forme, donc l'être, l'être platonicien, et le monde sensible, les individus sensibles. Donc déjà dans les dialogues de Parménide, il y a une ontologie, donc Parménide est considéré comme un ontologue. Un ontologue est celui qui possède la science de l'être par excellence. Donc Platon, comme on sait, s'était inspiré, avait étudié ses poèmes, la doctrine de Parménide, et il était influencé par Parménide. Le problème qui se pose, c'est que cette théorie des idées, ou des formes, ou des modèles, pose un problème à la longue relationnel avec le monde sensible, le monde du devenir. C'est-à-dire que ces modèles n'est pas assez souple. Platon se rend compte, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner pour justifier cette présence de l'être, des formes éternelles qui ont créé le monde sensible. En fait, le problème que Platon se pose, la question est déjà dans les tête, par exemple, c'est comment fonder la connaissance. Si l'être platonicien, c'est-à-dire les formes, sont défaillantes, donc par exemple dans les tête, il n'y a pas de réponse à cette question. Mais c'est un problème aigu, profond, que Platon reprend. Et si le devenir oscille entre l'être et le non-être, ou alors est identifié comme un non-être permanent, c'est-à-dire l'existence du non-être qui est le devenir, mais de l'autre côté, il y a l'être, donc transcendant, qui le dépasse, quelle est la relation entre les deux? Il s'agit donc, dans les sophistes, dans ces dialogues, l'objet n'est pas seulement la critique aux sophistes, en tant que tel, à la sophistique, qui est très importante, mais dans les dialogues le sophiste, le problème est ontologique, c'est-à-dire que se pose le problème du statut de l'être. Donc quand on parle de l'être, nous sommes dans l'ontologie. La relation entre les circonstances, les réalités existantes et les réalités transcendantes. Donc en fait, l'ontologie platonicienne est une ontologie dialectique. Je l'ai dit tout à l'heure, on verra qu'avec Aristote, l'ontologie devient
logique avec Aristote, avec les catégories aristotéliciennes. Mais pour l'instant, Platon, cette nouvelle ontologie platonicienne, qui se développe surtout dans les sophistes, doit se développer à l'intérieur du logos. Il est nécessaire d'examiner la vérité des êtres, le but du dialogue, mais justement, donc, est le statut de l'être, mais aussi la critique de la sophistique, parce que si nous recherchons l'être, nous recherchons la vérité, et il y a une critique de la sophistique, parce que la sophistique, les sophistes, selon Platon, comme tout le monde sait, n'étaient pas dans la vérité, ils ne recherchaient pas la vérité. Il a besoin de faire une mise à point, au point de, une fois pour toutes, la relation de l'être et du monde, et avec le monde sensible. Ça concerne l'ontologie, donc j'en dirais deux mots. C'est qui les sophistes pour Platon? Le sophiste est un faussaire. Le sophiste vit dans le relativisme. Le sophiste est un marchand d'illusions. Le sophiste est celui qui s'approprie du savoir des autres, qui agit dans le dédale conceptuel du non-être. Et donc, il faut démasquer définitivement la sophistique. Si aussi, et ça c'est important, parce que démasquer la sophistique, pourquoi on parle, c'est très intéressant et subtil aussi de la part de Platon. Mais parce que si on démasque la sophistique, on démasque le non-être. C'est-à-dire, le sophiste se situe dans le non-être. En fait, le but de Platon est de démontrer que le sophiste est un faussaire. Or, selon Parménide, le non-être n'existe pas, mais alors Platon se pose la question, quid du sophiste? Puisque le sophiste existe réellement, mais il ne se situe pas dans l'être, puisque c'est un faussaire. Donc, il est dans le non-être. Donc, d'ici la nécessité d'approfondir la notion d'être, Platon se pose la question, c'est très intéressant cette analyse dans les dialogues du sophiste, est-ce qu'il est possible d'accepter la notion de non-être? Est-ce qu'on peut accepter l'existence de la négation de l'être? C'est extrêmement intéressant parce que tout en respectant Parménide, quelqu'un a accusé Platon de parricide, c'est-à-dire d'avoir tué le père de l'ontologie, Parménide, parce qu'il développe une critique et même en prenant en considération les concepts d'être dans le sens de Parménide, il ne peut pas ne pas considérer le non-être. Pourquoi? Parce que l'ontologie platonicienne est une ontologie dialectique, est une ontologie du langage. Il faut dire ou ne pas dire l'être. Donc nous sommes toujours dans une optique. La philosophie platonicienne est une philosophie dialectique. Elle passe par les langages. Et dans les langages, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a l'être, mais il y a le non-être aussi. Or, la philosophie a considéré l'être comme une entité absolue, qui peut être simple ou multiple, totale. La négation de cet être est inconcevable, car, selon Parménide, le non-être ne peut pas exister. Si le non-être n'existe pas, selon Platon, il est impossible d'enseigner des fausses connaissances. Et alors, qu'en est-il de la relation avec le sophiste qui enseigne les faux? C'est-à-dire que dans ces cas-là, il y aurait une confusion, un amalgame entre les philosophes et les sophistes. Les sophistes, dans ces cas-là, seraient une image, une copie de ce qui est vrai. Mais s'il est une copie de ce qui est vrai, cette image n'existe pas, puisqu'elle se trouverait dans le non-être. Donc, provisoirement, le sophiste, ce ne serait qu'une image, il serait, puisque cette image n'existe pas, parce qu'il se trouve dans le non-être, serait accepté, acquitté, car il ne peut pas faire une chose qui n'existe pas.
dans la vision de Parménide. Mais le fameux l'étranger dans le dialogue sophiste, dit cette image du sophiste existe réellement. En tant qu'image, elle est réelle. Et donc, si cette image, elle est quand même réelle, même si ce n'est qu'une image, eh bien, évidemment, Platon est amené à considérer le fait qu'il y a une dichotomie entre l'être et le non-être, entre l'original et la copie, entre l'original et l'image. Il se rend compte qu'en effet, cet être monolithique de Parménide qui exclut le non-être n'est plus acceptable et il est nécessaire que l'être communique avec d'autres réalités. L'être en tant que tel, s'il communique avec d'autres réalités, ça veut dire qu'il doit faire place au devenir, il doit venir en contact avec les réalités du devenir et du changement. Il doit avoir une communication réciproque avec ce qui devient dans le monde réel. Il y a une forme de participation de l'être au devenir, aux choses réelles, sensibles, et en même temps, il y a une participation des choses sensibles à l'être. Donc, il y a une communication descendante de l'être vers les réalités sensibles et une communication ascendante des réalités sensibles avec l'être qui assume une substance à part entière, c'est-à-dire ce qu'on appelle en grec ousia. Mais l'être, en communiquant avec les réalités sensibles, ne se réifie pas, ne se chosifie pas, mais il est une véritable dynamis, c'est-à-dire, en grec ancien, dynamis, qui veut dire une véritable puissance, qui donc guide, qui dirige, qui amène les réalités sensibles à se mélanger avec les formes idéales. La voie catégoriale, donc on la verra après pour Platon. Pour la suite, c'est central parce que en fait le non-être pour Platon, et ça c'est central, c'est extrêmement intéressant ce que dit Platon, c'est que le non-être, ce n'est pas ce qui n'existe pas d'une façon radicale comme pour Parménide, mais le non-être est assimilé à la négation. Et pour Platon, cette négation est réduite à la différence. C'est-à-dire que dire qu'une chose n'est pas, cela signifie qu'elle n'est que différente d'une autre. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose n'est pas, on dit que quelque chose est différente par rapport à ce que l'est. C'est-à-dire qu'on parle du même objet, de la même chose, mais si on dit que cette chose n'est pas, veut dire qu'elle est différente par rapport à ce qu'elle est. Les sophistes, quand ils parlent, ne cherchent pas la vérité, mais ils parlent faux. Ce faux consiste en quoi? Ce faux consiste à affirmer par rapport à un objet, par rapport à une chose, à affirmer quelque chose de différent, donc l'élément de la différence, quelque chose de différent de ce qui correspond à cette chose. Donc pour Platon, le non-être est négation et différence. Ce n'est pas le néant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les concepts de non-être pour Platon, ce n'est pas le néant, c'est la négation de l'être, l'existence du non-être qui est négation de l'être, et aussi les sophistes, nous sommes toujours dans l'ontologie, sont des hommes, des individus qui servent d'un outil de travail, c'est-à-dire le faux, faire du faux, et cet outil du travail leur sert
pour se montrer comme des maîtres de fausses connaissances, selon Platon. Voilà les sophistes. Donc les sophistes sont dans le non-être, ils sont dans la négation de l'être, c'est-à-dire par exemple de la vérité, puisqu'ils disent le faux, et donc ils sont dans la différence. Mais il faut les prendre en considération. C'est-à-dire que dans la catégorie de l'être, on insère cette catégorie résiduelle du non-être, qui n'est pas le néant, mais qui se base sur la négation, qui est caractérisée par la négation et par la différence. Or, pour Platon, le philosophe véritable est l'individu, est l'homme qui a des rapports avec les dieux. Donc, il y a, comme Socrate, il a un esprit, un daimon, c'est-à-dire un être divin. C'est un être divin. Donc l'analyse, on a bien compris que l'analyse de la sophistique contribue au développement de l'ontologie platonicienne et est en fonction des rapports avec l'être. Donc les sophistes, c'est qui? Les sophistes, pour y revenir, est celui qui s'approprie de la connaissance des autres. Il s'empare de la connaissance des autres et donc il ne produit que des images, selon Platon, des eidola, des images parlées qui ne sont constituées que par le non-être. Où est-ce qu'il veut en venir, Platon? Il veut en venir en fait que finalement nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération le non-être. Pour expliquer la réalité, nous devons, voilà la dialectique, nous devons considérer l'être et le non-être. Mais le non-être n'est pas néant, n'est pas le néant, le non-être est différence, le non-être est négation. Et donc, ce sont les deux, constituent pour Platon les deux principes fondamentaux pour expliquer la réalité. L'être donc doit cohabiter avec le non-être. Platon admet qu'il y a l'être en repos et l'être en changement. Dans la réalité effective, Platon considère ce qui est immobile, donc le repos, et ce qui est en mouvement. Donc vous voyez, voilà la voie catégoriale. On voit déjà qu'avec Platon, il y a une ontologie catégoriale de l'être et du non-être, c'est-à-dire il y a des catégories, il y a des genres qui sont fixés. Aristote ira plus loin. L'initiateur de cette loi catégoriale n'est pas Aristote, mais est Platon. De tout cela, il y a la nouvelle philosophie platonicienne, ontologique, qui découle. C'est-à-dire que dans le domaine du réel, il y a l'entrée de nouveaux membres, l'être, le non-être, le repos, le mouvement. Donc la nouvelle conception de l'être constitue la condition de l'action et de la passion, c'est-à-dire de l'action, c'est-à-dire quand on agit, on produit un mouvement, et aussi de la passion, c'est-à-dire le fait de ne pas se mouvoir, et donc on est en repos. L'image, comme on a bien compris, est reléguée au non-être. Le non-être, en fait, désigne l'être autrement, c'est-à-dire que l'étant déjà se différencie de l'être, et il y a les deux éléments du mouvement et du repos. Donc l'être qui est en repos, l'étant qui est en mouvement, il y a une communication, une dynamique, une dialectique entre l'ineffable et l'existant et le devenir qui est constitué du non-existant. Donc c'est un peu le paradoxe de l'indicible, de l'ineffable, qui n'est plus isolé, complètement isolé comme chez Parménide. Donc il y a la communication et puis cette puissance que l'être communique, cette dynamis. Hein? Donc il y a une communication de l'être qui ne se chosifie pas, mais qui est en communication avec le changement du monde sensible. Donc il y a une puissance de la communication. Donc les formes idéales
de Platon ne changent pas, mais elles communiquent entre elles. Et puis, les formes intelligibles font partie, donc maintenant, de tout ce qui est, ou de l'être total. Donc l'intellect aussi, le nous, en grec, l'intellect de l'homme, trouve sa place dans l'être réel et dans l'être transcendant. Donc le repos et le mouvement sont deux genres importants, très importants, parce qu'ils sont indispensables à la connaissance. Le repos et le mouvement à la connaissance. On ne peut pas donc éliminer le mouvement. Il n'y a pas que le repos de l'être, il y a le mouvement des étangs aussi qui contribuent comme genre à la définition de l'être, à la relation avec l'être et aux connaissances. Ces deux éléments, ce binôme, aussi contribuent à introduire la notion de différence, comme on a vu. Repos et mouvement sont deux éléments catégoriaux qui se distinguent, ils sont différents. Autrement, il serait un seul genre. Alors, il y a cette théorie platonicienne du non-être comme l'autre. Le non-être est considéré comme l'autre. C'est-à-dire que, ontologiquement, dans l'ontologie platonicienne, là, je l'avais déjà dit avant, il y a cette théorie du non-être. Le non-être est considéré comme l'autre, c'est-à-dire que le non-être n'est pas l'opposant de l'être. Le non-être, il ne s'oppose pas à l'être. Le non-être n'est pas le contraire de l'être, mais c'est autre chose. Voilà les critères de la différence. Le non-être est autre chose par rapport à la chose qui existe, qui ne peut pas être tout. Donc, l'être n'est pas tout. L'être doit prendre en considération le non-être, et donc le non-être, paradoxalement, existe en tant que contraire de l'être. Mais c'est donc l'autre, ce n'est pas l'opposé de l'être. On a dit que, je reviens sur le fait que Platon disait que tout est, même le non-être, donc on a parlé de parricide. Platon aurait tué la doctrine de l'être de Parménide. Mais ce n'est pas vraiment cela, parce qu'il reste très attaché à la philosophie de Parménide. Il réajoute seulement cette idée du non-être dont nous ne pouvons pas nous en passer. Et donc c'est une révolution que Platon a effectuée. La négation de l'être ne signifie pas contradiction et ne signifie pas opposition, je répète, elle signifie différence. Il n'y a pas de non-être en soi, le non-être est dépendant de l'être, donc il est relatif. L'en soi est seulement l'être. Il n'y a que l'être qui est en soi, pas le non-être. Donc le non-être dépendant de l'être, il est relatif, mais il existe. Le non-être est négation de l'être et il constitue une altérité de l'être. Pour revenir au langage, c'est fondamental parce que Platon, outre développer cette théorie du non-être comme l'autre, il développe une théorie du langage aussi, c'est-à-dire la théorie de l'énonciation ou du discours platonicien, théorie de l'énonciation platonicienne, c'est-à-dire justement dans cette logique ontologique de l'être et du non-être, il y a le discours qui est vrai, le discours qui est faux. Le discours faux n'est pas un discours sur rien, mais sur le non-être, en tant que quelque chose de différent. Donc les discours faux existent, il est faux, c'est un discours qui se situe dans le relatif, dans la différence, c'est-à-dire dans l'altérité par rapport au discours vrai, qui dit vrai, mais il existe le discours faux. C'est pas qu'il n'est pas néant, le discours faux. Le discours est faux parce qu'il ne dit pas la vérité, mais il existe. Donc c'est un non-être existant. Donc s'il y a un discours faux, il y a aussi une pensée qui est fausse. Donc voilà, le raisonnement platonicien qui est très intéressant. Donc on parle de voie catégoriale parce qu'il parle
éléments qui caractérisent cette voie catégoriale platonicienne, c'est-à-dire que ces genres que je mentionnerai après existent parce qu'ils participent à l'être et donc ils sont des êtres. Et par exemple, le mouvement est un être car il participe à l'être. Et puis la forme de l'être communique, comme j'avais dit, sa réalité un temps à tout ce qui existe. Donc il y a une communication avec les formes de l'être, les formes idéales, les modèles platoniciens et la réalité, le monde sensible. Le fait que le non-être participe à l'être, d'une façon relative, sous la forme de l'altérité, comme nous avons vu, de l'autre. Le non-être est l'autre de l'être. Donc les genres majeurs pour Platon sont le repos et le mouvement, qui sont indispensables à la connaissance, le repos et le mouvement. Donc ce mouvement entre cette dynamique, entre les modèles, les formes transcendantes et la réalité et le monde réel sensible. Donc, le repos et le mouvement, ils sont à la base de toute philosophie, selon Platon, et ils sont différents. Évidemment, repos et mouvement ne signifient pas la même chose. Le repos en mouvement et le mouvement en repos ne peuvent caractériser aucun étant, évidemment. En tout cas, les 5 genres considérés par Platon, élaborés par Platon, sont l'être, le repos, le mouvement, le même et l'autre. Donc pas plus loin sur cette analyse de l'ontologie platonicienne, à retenir effectivement donc ces concepts fondamentaux du être et du non-être, de la relation entre être et non-être. Pour passer donc à Aristote, nous voyons que cette théorie, la théorie des catégories est reprise par Aristote, élaborée donc différemment par Aristote, une ontologie évidemment du langage, l'ontologie dialectique platonicienne, pour laquelle il suffit, entre guillemets, déjà cela est ardu comme on a vu, il suffit de dire l'être et de dire le non-être, et ça passe fondamentalement, exclusivement, par le langage. Donc c'est une ontologie du langage. Et par contre, oui, l'ontologie du langage, avec Aristote, cette ontologie devient une ontologie logique, c'est-à-dire que passe évidemment par les discours, qui prend en considération les principes de non-contradiction et du tiers exclu. Une chose est ou n'est pas et ne peut pas être une troisième chose. Donc, ou est une chose ou est une autre, mais ne peut pas être une troisième chose. Et puis en même temps, quelque chose ne peut pas être et n'est pas être. Donc ce sont des principes fondamentaux de la philosophie repris dans l'ontologie aristotélicienne, de la relation de l'être et du non-être. Et il crée donc cette voie catégoriale avec Platon et Aristote sauve les langages, donc sauve la dialectique. Il y a ces catégories, c'est-à-dire qui sont définies par Aristote, ces catégories, ces genres, des genres d'être. Donc il y a une multiplicité de genres d'être qui sont classifiés dans des catégories. Donc il n'y a pas pour Aristote un bloc unique de l'être en tant que tel, mais il y a des êtres, des genres d'êtres, et c'est-à-dire, comme il dit Aristote, je le cite, des manières d'exister par soi-même. Donc plusieurs manières d'exister. Et puis la prédication, c'est-à-dire il y a des modes de prédication, c'est-à-dire dire quelque chose à propos de quelque chose, donc dire quelque chose de quelque chose. Prédiquer est déjà cela, et donc définir l'être. L'ontologie platonicienne s'achève dans les catégories d'Aristote, donc qui deviennent donc une ontologie logique. Catégorie, ça veut dire que pour Aristote, l'être se dit en plusieurs sens, donc des genres d'être.
Il n'y a plus ce bloc unique de Parménide, l'être en tant que tel. Donc l'être, pour exister, doit se manifester dans le multiple. Et voilà, on revient à Platon, l'être, pour exister, doit se manifester dans le multiple, donc dans une multiplicité des temps. Aristote parle du genre d'être, et en retour, les étangs et cette multiplicité se réunifient en revenant vers l'être. Les caractéristiques de la logique aristotélicienne, hein, la contradiction, la fausseté, la prédication, donc l'analyse, on dirait carrément une analyse logique. On parle du syllogisme, hein, du grec qui veut dire, le verbe grec qui veut dire assembler, hein. Logiser, c'est-à-dire assembler plusieurs éléments. La voie catégoriale donc sauve la dialectique, sauve le langage, sauve le concept d'être. On arrive donc à une ontologie logique qui est fondamentale donc avec Platon, Aristote. Et puis après, donc, Aristote, je ne parlerai pas dans les détails, cela fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, par exemple sur les catégories, hein, et les premières analytiques, les secondes analytiques d'Aristote. C'est très complexe, très détaillé, donc je ne veux pas maintenant aller trop loin. Je reste dans l'ontologie, donc on voit les catégories aristotéliciennes. J'ai donné plus de place à Platon parce qu'il est l'initiateur de cette voie catégoriale. Avec le sophiste, la relation entre être et non-être est fondamentale de la connaître. Les catégories d'Aristote, donc, qui se basent sur le critère logique de la non-contradiction, de la fausseté, de la prédication, et donc l'importance du discours, que le principe de non-contradiction du terme exclu. Et puis, donc, on arrive à la troisième phase importante de l'appeler la voie physique. Et il faut savoir que de Parménide à Leucippe et Démocrite, on peut dire que cette histoire, ce développement philosophique, historique et philosophique de l'ontologie s'achève avec, par la suite avec Épicure, avec son traité de la nature. Or, la voie physique de physis, donc la nature, la puissance créatrice de la nature, pour les atomistes, c'est-à-dire Leucippe, Démocrite, la théorie donc, de l'atome, une théorie donc physique. Hein, on se déplace du plan de la dialectique au plan de la physique, donc de la nature. Eux aussi critiquent, prennent leur distance, les atomistes prennent leur distance de Parménide, parce que leur critique se base sur le fait que le vide existe. Donc le vide n'était pas du tout considéré par Parménide, c'était un non-être. Et bien le vide, ce n'est pas un non-être, le vide est un être, le vide est. S'il y avait la nécessité avec Platon et Aristote de sauver le langage dans la relation de l'être et du non-être, pour les atomistes, il y a la nécessité, l'urgence de sauver le mouvement. C'est-à-dire que, pourquoi le mouvement? Parce qu'on a vu qu'avec Parménide, il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire que l'être est immobile, immuable. Donc il y avait le problème d'expliquer comment est-ce possible alors que nous sommes dans les devenirs où tout se meut. C'est ça le problème. Il faut sauver le mouvement et il faut fonder, donc la nécessité de fonder la physique, une physique atomiste, c'est-à-dire ces atomes qui sont insécables, mais qui se meuvent continuellement dans l'espace. Les atomistes aussi se posent le problème de la coexistence de l'être avec le phénomène. Donc il y a une exigence phénoménale. On ne peut pas nier que des phénomènes apparaissent, disparaissent, deviennent, naissent et meurent, se développent, donc le devenir. Donc il se pose le problème de la conciliation. On a vu la conciliation platonicienne, on a vu la conciliation aristotélicienne. Voyons qu'est-ce qu'il propose comme conciliation entre la relation entre être et non-être, les atomistes. Là encore, non-être est, pour les atomistes aussi, le non-être est,
Et quel est le non-être pour les atomistes? Dans cette voie physique qu'ils développent, le non-être est le vide. Mais le vide existe. Voilà, c'est le vide. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que le vide n'existe pas. D'ailleurs, puisqu'il y a le vide est l'élément qui permet le mouvement. Autrement, aucun corps ne pourrait se mouvoir sans le vide. Donc, le non-être est absolument important. Donc, le non-être est, et le non-être pour les atomistes est le vide. Parallèlement à l'être plein, il existe le non-être, c'est-à-dire pour les atomistes, il existe l'être vide. Le vide est un être. C'est-à-dire, il s'agit d'une entité indépendante de la matière qui, en fait, est un vide interstitial entre les corps. Et donc, il y a un espace. Cet espace-là est le vide, mais c'est un non-être qui est. Pour les atomistes, c'est très intéressant, le vide est pensable, et puis il est rationnellement pensable aussi, avec de logoi. C'est-à-dire, les logoi qui pensent l'espace, qui pensent le vide, qui pensent les corps, sont les géomètres. Donc il y a une conception géométrique de l'espace, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on parle de divisibilité, non pas de l'atome qui est insécable, mais on parle d'une divisibilité du vide, du non-être, c'est-à-dire du vide, des lieux dans lesquels les atomes se meuvent. Une divisibilité de l'espace occupé par les atomes, et donc il y a une divisibilité du non-être par rapport à l'être. Donc le non-être pour les atomistes existe et est tout à fait aussi pensable comme vide. C'est-à-dire que quand nous nous mouvons, nous nous mouvons d'un point A à un point B, et il y a le vide, il y a l'espace. Donc grâce à ce non-être, nous pouvons assurer le mouvement. Le non-être est aussi pensable comme vide que l'être comme plein. Et puis il y a les passages par le poète, philosophe, matérialiste Lucrèce dans le De Rerum Natura, les choses de la nature. Ici déjà, toutes les prémices ontologiques de Platon, d'Aristote et surtout des atomistes aussi ne sont pas prises en considération, disparaissent, le vide, le mouvement. Lucrèce se base déjà, il y a une évolution, une dilution de l'ontologie. Déjà avec Lucrèce, on a des arguments empiriques de l'induction, des influences inductives sur la relation de l'être du non-être. Donc il n'y a pas une théorétisation conceptuelle de l'être du non-être. C'est très pragmatique, toutes les prémices ontologiques sont mises de côté, il y a juste des arguments empiriques qui sont pris en compte sur l'être de choses. Et, pour arriver à Épicure, bien qu'avec Épicure, il y a encore une évolution ultérieure de l'ontologie, au point que se pose la question si l'ontologie existe encore. C'est-à-dire, est-ce que nous allons vers la fin de l'ontologie? Est-ce qu'il y a aussi encore une possibilité, ou nous sommes déjà dans l'impossibilité d'une science universelle de l'être? Pourquoi? Parce que, par exemple, avec Épicure, déjà avec Lucrèce, mais avec Épicure, la nécessité de penser l'être et le non-être. Épicure n'a pas besoin de penser l'être ou le non-être, puisqu'il développe une physique qui ne présuppose plus, n'a plus besoin du penser à l'être. Et ce qui a caractérisé jusqu'à présent cette thématique de l'ontologie, c'est que nous passions constamment de la pensée à l'être. Même avec Parménide, il y a même une identification de la pensée et de l'être. Ce qui est pensable, si l'être est pensable, est l'être. Mais il y a la pensée aussi.
Or, avec Épicure, on ne passe plus par cette nécessité des pensées l'être et le non-être. La transition du pensable au réel n'est plus nécessaire. Or, l'ontologie épicurienne est une ontologie qui devient définitivement physique, naturaliste, physique. Et il n'y a plus besoin, Épicure n'a pas besoin du non-être, du concept du non-être. Pourquoi? Parce que dans sa vision philosophique de l'être et du non-être, les langages, les énoncés du langage et tout le reste sont produits physiquement. C'est-à-dire que tout est produit suite à des causes mécaniques. Donc on peut dire que l'ontologie naît avec Parménide et elle a un fort développement jusqu'à Aristote et puis presque même jusqu'à Épicure. Aujourd'hui encore, on parle d'ontologie. Mais y a-t-il encore une ontologie? Et puis voilà encore pour terminer, quelques concepts. Comment faire l'ontologie? La philosophie pensait avoir, en tout cas s'efforcer d'avoir un accès à la totalité du réel. Mais si elle ne peut plus accéder à la totalité du réel, alors elle est obligée de se replier sur ce qu'on appelle, un philosophe, Francis Wolff, appelait les objets-mondes. C'est très intéressant, je réponds à cette analyse, c'est-à-dire les objets-mondes, la philosophie contemporaine, la philosophie d'aujourd'hui, moderne et contemporaine, sont constitués par la conscience et par les langages. C'est-à-dire la conscience qui correspond à l'analyse phénoménologique commencée par Brentano et donc développée, fondée par Edmund Husserl, donc la phénoménologie, qui ne doit pas être réduite seulement à une philosophie exclusivement de la conscience. Et puis l'autre volet, c'est le langage, c'est-à-dire à partir de Wittgenstein et ses successeurs, donc une philosophie analytique du langage, mais qui ne doit pas être, elle non plus, réduite exclusivement à une philosophie du langage. Donc, lato sensu, dans un sens large, considérer la conscience et le langage comme les deux pôles, deux éléments à travers lesquels l'ontologie qui apparaît immédiatement abstraite se guide dans les mondes réels, dans les mondes sensibles, à travers la conscience, à travers les langages, pour pouvoir avoir justement se développer donc, et se donner une consistance ontologique et des sens substantiels. Ce serait peut-être ces deux moyens, la phénoménologie et la philosophie analytique, deux moyens philosophiques, des moyens à travers lesquels la philosophie pourrait accéder au monde lui-même. On pourrait dire des filtres pour accéder au monde. À savoir que dans la philosophie moderne et contemporaine, cette voie catégoriale et la voie physique ont été reprises, reproduites sous des formes différentes dans les domaines de la conscience et dans les domaines du langage. Par exemple, le premier point de la voie catégoriale, c'est que le non-être est ce qui est dit. Donc là, c'est Platon déjà. Quand on affirme ça, on passe par la voie du langage qui est catégoriale, donc on l'a vu avec Platon. Il suffit de le dire. Donc le non-être est ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, mais en fait ça passe par le langage. Donc c'est le langage qui définit l'être et le non-être. C'est ça qui est fondamental avec Platon et Aristote, qui pousse jusqu'à la logique, c'est que les catégories ontologiques, les concepts ontologiques passent par le langage. Donc c'est le langage qui définit ce qui est et ce qui n'est pas. Donc l'objet direct est l'énoncé afin d'atteindre un concept métaphysique. Et puis, si nous, modernes, contemporains, situons dans les domaines de la voie physique,
des anciens, donc des atomistes, et bien la question de la relation de l'être et du non-être, ce qui apparaît, donc la physique ne repose pas sur la conscience, mais seulement sur ce qui apparaît. Donc nous sommes plutôt sur phénoménologie, science, hein, donc atomiste, donc sur ce qui apparaît, qui n'est pas élaboré, n'est pas mis en relation directement avec la conscience. J'espère que cette conférence vidéo vous a plu. C'est un sujet assez, voire complexe, hein, celui de l'ontologie. J'espère que ce sujet vous a vraiment intéressé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, surtout pas, de liker et de mettre vos commentaires ci-dessous directement. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez aussi des propositions de vidéos, n'hésitez pas à me proposer des sujets. Merci, encore un grand merci et à bientôt.